Je vous propose dans un tout premier temps juste de fermer les yeux et de prendre contact avec vos pieds, votre souffle, sans rien changer, juste sentir l'air qui entre et qui sort, les pieds au sol. Et puis pourquoi pas, puisque c'est lui qui nous amène tous ici aujourd'hui, laisser quelques images du cheval et des chevaux, comme ça passer dans notre esprit, dans notre perception, dans nos émotions. Voilà. Une façon d'atterrir un petit peu ici. Et puis, quand c'est le moment pour vous, je vous propose en toute simplicité, tout tranquillement, avec douceur, de réouvrir les yeux. Et on va pouvoir aller de l'avant avec ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, notamment au sujet de mon travail et surtout de ce qui, dans ce lien avec le cheval, peut-être vous l'avez senti passer en vous là comme ça, naît en nous quand on est au contact mentalement ou dans la réalité avec le cheval. Donc moi je suis psychologue, je suis sophrothérapeute et puis j'ai une formation dans ce qu'on appelle la réhabilitation intégrée, la méthode Resseli. En gros c'est une formation à la posture, à la présence, à la qualité de la présence. Je suis gérante de notre écurie La Paloma depuis 20 ans, où je vis donc depuis longtemps avec un troupeau de chevaux qui s'est agrandi jusqu'à peu près 18 maintenant. Ils vivent tous en stabulation libre, en groupe, dehors, toute l'année. Ça c'est une partie importante pour moi, qui fait que le travail notamment en thérapie est possible pour moi avec eux, dans ces conditions-là. Dans d'autres conditions, ça me semble beaucoup plus complexe. On reviendra peut-être dessus. On travaille donc dans l'écurie en thérapie, ça c'est moi qui prends en charge ce domaine-là. On a aussi toute une formation en cours d'équitation à l'approche du cheval et puis aussi un aspect formation professionnelle. Les outils, quelques outils essentiels de mon travail thérapeute, c'est la respiration. Donc bien sûr un travail sur la respiration, mais aussi et surtout l'attention à la respiration telle qu'elle est maintenant, quelle est ma respiration. Elle est dans le rapport avec le cheval extrêmement importante puisque le cheval, de par son statut de proie dans la nature, va être très sensible à la rétention de la respiration qui dégage l'adrénaline, donc des odeurs liées à l'adrénaline, qui signifie pour lui qu'il est temps de partir très vite. Et puis nous, dans notre culture, on est très souvent aux prises avec une respiration haute qui tourne en boucle, qui nous donne très peu d'accès à une respiration basse. Donc c'est un travail forcément intéressant que d'aborder cette respiration. Premièrement, y être attentif et deuxièmement, éventuellement avoir un accès à une modification de notre respiration si c'est utile ou intéressant. La respiration, c'est aussi un continuel pont entre dehors et dedans. Ça aussi, c'est pas rien. Je vous pose là comme ça. Je travaille aussi avec ce qu'on appelle la conscience du corps, qui de toute façon est importante pour nous humains, notamment parce que il a été clairement établi dans les études scientifiques que la conscience du corps donne accès à la confiance en soi. Donc cette fameuse, ce schéma corporel qui donne une image corporelle, le développement de la conscience corporelle développe l'image corporelle. Ce fameux homunculus, ça vous dit quelque chose, la représentation du corps dans le cerveau. Plus l'image corporelle est complète, plus il y a possibilité d'avoir confiance. C'est pas rien non plus. Et puis pour le cheval, par rapport au cheval, c'est assez essentiel puisque le cheval, lui, communique avec son corps. Donc on va être invité assez vite à être attentif à ce corps, le sien, à ce qu'il nous dit, et puis au nôtre. Qu'est-ce qu'il dit le nôtre? On va revenir sur une chose importante qui s'appelle la congruence, mais qui ça vaut le coup de peut-être clarifier ce que ça veut dire par rapport au langage du corps. Et puis, puisque je suis thérapeute, je travaille avec ce qu'on appelle les patients. J'aimerais juste clarifier ce que ça représente pour moi. Pour moi, les patients, toute personne, en fait, qui est à la recherche d'un meilleur confort de vie, d'une meilleure possibilité d'équilibrage. La santé, c'est un équilibre, c'est pas un état définitif. Et puis, toute personne qui est en souffrance, quelle qu'elle soit. Donc voilà, ça veut dire pour moi très clairement que
auprès du cheval, pour moi, il est possible de travailler avec toute personne qui est dans la recherche de cet équilibrage et qui est dans une souffrance qu'elle aimerait aborder, dépasser, transformer. Alors cette fameuse congruence, je vais la noter là parce qu'on va en reparler 2-3 fois. Des fois c'est important qu'on pose les choses. La congruence, c'est montrer un alignement cohérent entre ce que nous ressentons et ce que nous disons, ce que nous faisons. Et ça, pour faire simple et connu, ça veut dire qu'on fait ce qu'on dit. On ressent et on agit en conséquence. Alors voilà, c'est un grand principe qui paraît lumineux et important pour tout le monde, mais pour nous humains, c'est très compliqué. Les enfants, les animaux, les personnes qu'on appelle avoir un handicap, voilà, je le pose là comme ça, mais voilà, sans entrer dans les détails, sont très sensibles à cette question d'incongruence. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Par rapport au cheval, c'est important de nouveau parce que le cheval est essentiellement congruent. Chez le cheval, il n'y a pas de langage verbal. Il n'y a donc pas de modification de la réalité dans un verbe. Il y a une correspondance continue entre ce qu'il sent et ce qu'il montre. Du coup, il nous demande à nous aussi où on en est nous par rapport à notre congruence. Alors, le cheval, c'est bien pour lui qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment important à l'heure actuelle de remettre quelques informations de base sur cet animal. Le cheval, depuis, j'ai marqué ça quelque part, je crois quelque chose comme 3500 ans avant Jésus-Christ, fait partie de l'histoire de l'homme en tant que compensation de ce que l'homme ne peut pas faire tout seul. Donc il compense, au début il compensait parce qu'il pouvait tirer des choses, ensuite il a pu porter, il a permis de partir loin, beaucoup plus loin, découvrir des paysages, des contrées qu'on ne pouvait pas parcourir à pied. Il a permis de partir à la guerre, il a permis de se trouver beau parce qu'il y avait la prestance, enfin voilà. Donc il est maintenant immergé dans une autre façon de servir l'homme, comme... je vais le dire là comme ça aussi, comme outil à aller mieux. Et c'est cette chose-là que j'aimerais dépasser un petit peu en revenant sur qui est le cheval. Et c'est là que les éthologues nous permettent une étude intéressante. Et j'aimerais préciser que l'éthologie, c'est uniquement et exclusivement l'étude d'un animal dans son milieu naturel. Et cette étude va nous donner des éléments de base, de connaissance du cheval, afin de permettre de savoir quels sont ses besoins, comment on peut nous satisfaire ses besoins, quand est-ce qu'on identifie une souffrance chez le cheval, à partir d'un besoin chez un cheval, il y a une appétence à faire quelque chose. C'est des éléments qu'on doit identifier à tout prix, parce qu'on se retrouve en face d'un animal, d'un vrai autre. Ce n'est pas une projection de nous. Okay? Donc, ça sous-entend... Ça, c'est un de mes chevaux de bataille, si je peux. Il n'y a pas d'équitation éthologique. Ça n'existe pas, il faut oublier ce concept. Dans la nature, le cheval, il vit tout, sauf un primate qui s'accroche sur son dos pour faire des balades. Il n'y a pas d'équitation éthologique, il n'y a donc pas de matériel éthologique, il n'y a pas de licol éthologique, de stick éthologique. Il n'y a pas d'équitation douce. Le cheval n'est pas fait pour porter quelqu'un sur son dos. Ça, c'est posé là. Okay? Il faut savoir à ce sujet que le cheval, c'est un nidifuge. Pour sa survie et son confort, il a besoin de partir très loin, très vite. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Arboricole. Pas de chance. Nous, pour notre survie, notre sécurité, notre confiance, on doit s'accrocher. On s'accroche à nos mamans, on s'accroche aux arbres avant d'être des humains. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va faire se rencontrer ces deux espèces qui sont tellement différentes dans leurs besoins premiers. C'est pour ça que c'est important, à mes yeux, de vraiment sentir, goûter cette énorme différence. Travailler en liberté, c'est typiquement une des choses qu'on appelle une méthode douce. Pourquoi? Parce qu'on y voit un cheval qui est libre au sens où il n'est pas attaché. Personne ne tape dessus avec une cravache, personne n'engueule. Ça manque des choses, à part ça. Mais
Si on mesure les battements du cœur de ce cheval, au moment, par exemple, on lui demande de faire demi-tour, sans le toucher, à distance, ouf, énorme stress. C'est pas une méthode douce, c'est une méthode plus respectueuse de ce que le cheval peut comprendre, où on va tenter tant bien que mal de parler le langage du cheval pour être compris par lui, mais elle ne fait pas l'impasse sur le stress chez le cheval. À savoir aussi, éventuellement. Donc, si on vient aux éthologues, ce qui va nous intéresser, c'est 3 éléments de base. Le cheval est un herbivore. Ça veut dire que dans la nature, c'est lui qui se fait manger. Ça crée chez lui un élément extrêmement intéressant pour nous dans le travail thérapeutique et de toute façon pour toute personne qui est avec lui. Ça veut dire qu'il a une attention constante, oui ou non, mais en tout cas à fleur de peau. Potentiellement, il est tout le temps en état d'attention. Okay? Première chose importante. Deuxièmement, je vais parler, c'est les 3 besoins de base qu'on identifie par l'observation éthologique chez le cheval. C'est un grégaire. Ça veut dire qu'il vit dans une famille avec une hiérarchie. Voilà. Ça veut dire aussi, tout simplement, qu'un cheval tout seul dans une écurie, dans son âme, il est mort. C'est aussi basique que ça. Ça veut dire aussi, ça c'est un autre aspect, c'est que comme il est dans la nature, dans une famille, inclus dans une famille, il est capable et il tisse des liens. Il reconnaît l'autre, l'autre fait partie de ce qui se passe pour lui. De nouveau, on est dans un aspect qui est intéressant au niveau de la thérapie, ou simplement de la vie avec le cheval. La troisième chose très importante pour le cheval, c'est le mouvement. Voilà. Il couvre des kilomètres et des kilomètres. En gros, il est en mouvement une vingtaine d'heures sur 24. Voilà, ça nous donne essentiellement une base pour savoir que c'est pas possible de vivre en écurie, ou alors avec des aménagements bien pensés. C'est aussi intéressant parce que nous, dans notre rapport à lui, on ne va pas pouvoir se contenter d'être dans notre tête, c'est-à-dire immobile dans notre corps. On va être emmené dans le bal. Un groupe de chevaux ensemble, c'est comme un bal. C'est des bulles. Il n'y a pas d'espace vide entre les chevaux, c'est des bulles qui correspondent entre elles. Il y en a un qui se retire, l'autre qui suit, il y en a un qui fait un truc, les autres s'en vont. Voilà. Et nous, quand on est dans un groupe de chevaux, on fait partie de ce bal tout à coup. Et surtout, on est en mouvement. On revient encore une fois dans notre corps. Ça, c'est 3 éléments de base de la vie du cheval qui créent, comme je disais tout à l'heure, des appétences en termes méthodologiques. Et ces appétences demandent à être satisfaites. Le cheval qui ne peut pas se déplacer, il a une appétence au mouvement. S'il doit vivre en boxe, son appétence au mouvement se transforme par exemple en tic. C'est un cheval qui va faire comme ça toute la journée. Voilà, c'est pas parce qu'il est bête, parce qu'il a besoin de bouger. Il ne peut pas bouger, donc il marche. Dans sa tête, il marche. Voilà. C'est à ces choses-là que l'humain doit être attentif, à partir de ses appétences. Ce qu'il faut savoir aussi, on entre là dans ce que l'éthologie nous apporte comme explication sur le cheval, c'est qu'à partir de là, nous, humains, on va devoir réfléchir tout le temps, parce que ce cheval-là, qui nous est décrit là, il vit dans la nature, et le cheval auquel nous, on a affaire, il vit avec nous, dans un monde artificiel, dans un monde humain. Artificiel pour lui, humain, pour nous, on sait faire, on sait quoi c'est faire, mais lui pas. Donc on aura toujours dans notre travail affaire à des chevaux qui sont transformés par la vie que leur offrent les humains, par ce qu'on appelle leur milieu de détention. Et détention, c'est le terme qui est utilisé officiellement. Voilà, on a vu tout à l'heure par rapport à la congruence, et ça on l'observe aussi en éthologie,
on peut utiliser ce terme qui est un terme humain, mais forcément, le cheval il doit être congruent, parce qu'il n'a pas intérêt à faire semblant en quoi que ce soit, disons. Hein. Donc dans la nature aussi, s'il était incongruent, il serait très vite mort. Et puis, donc son langage qui est corporel, c'est celui-là qu'on va apprendre à décoder. On va apprendre à parler cheval. C'est nous qui voulons aller à sa rencontre, vivre quelque chose avec lui, donc c'est à nous de prendre la responsabilité, de faire ce pas vers lui. Par la suite, lui, il va apprendre, lui aussi, il n'est pas bête, hein, justement, bien au contraire. Il va pouvoir, lui, apprendre des codes, des choses que nous, on lui apprend. Si ça me chante et si je trouve ça correct, je peux lui apprendre que quand je fais tac, il va se coucher sur le dos. Ça, c'est un code qu'il peut apprendre. Mais ça n'a rien à voir dans sa vie de cheval. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'apprendre surtout son langage pour pouvoir interpréter ce qu'il dit, lui, dans sa congruence. Pousse-toi de là, moi d'abord, j'ai faim, quand c'est qu'on mange. Ces choses-là, c'est toujours incarné par le corps. Et puis, il communique ça à l'intérieur du groupe. À l'intérieur du groupe, vous avez un ou deux chefs, voilà, je vais un peu vite par-dessus parce que ce n'est pas un cours d'éthologie, mais on va dire en gros, il y a un mâle et une jument. Et puis c'est eux qui sont en charge, on va dire comme ça, de surveiller les alentours pour que les chevaux, le groupe, puissent brouter. Si on pense à 20 heures sur 24, le nez dans l'herbe, il reste peu de temps pour observer les environs, voir où est l'ours, le loup, etc. Donc ça, c'est le chef de groupe qui prend en charge, qui surveille, qui broute, qui surveille, qui broute. Et si lui, il identifie un danger, il a une posture, une rétention de respiration, qui se propage sur le groupe sans que le groupe ait besoin de le regarder. Parce que s'il faut d'abord regarder le chef pour essayer de comprendre ce qu'il dit, autant regarder soi-même. Donc, il y a une communication immédiate, corporelle. Et nous, on est amenés là-dedans. Et puis, toutes ces particularités, si on est attentif à ce qu'on vient un petit peu d'explorer comme ça fait que, en fait, nous avons affaire à un interlocuteur particulièrement attentif, dont, en général, on rate les questions, les réponses, faute d'avoir identifié son langage. Et en général, parce qu'en bon humain ethnocentriste, on projette notre vie, notre pensée, nos paroles sur lui. Le cheval n'est donc en aucun cas un miroir, c'est un interlocuteur. Je m'insurge contre la transformation en outil à nouveau, après avoir porté, tiré, été à la guerre, maintenant le cheval serait transformé en miroir. C'est pas très constructif, disons. Et quand on connaît le développement du bébé, le bébé qui se voit dans un miroir, il a très vite checké que dans le miroir, il n'y a rien. Il n'y a rien qui lui permet de se construire au bébé dans le miroir. Il est surpris, il fait 2-3 choses, et tac, il n'y a rien, il n'y a pas de retour. C'est pas ça qui construit le bébé, dans sa connaissance de lui. C'est pas le reflet dans le miroir. C'est la possibilité d'avoir un interlocuteur, et si possible congruent. Alors il y a un autre axe, il y a l'axe de l'éthologie, et puis il y a un autre axe qui est intéressant, c'est la symbolique. Le cheval vit depuis nous avec tellement longtemps, mon Dieu, c'est déjà 58. On va y arriver. Que forcément, tout ce à quoi il a servi, tout ce qu'il a représenté pour nous depuis ces milliers d'années, c'est inscrit dans notre représentation inconsciente à son sujet. Si on voulait faire l'inventaire, on a Pégase, on a Bucéphale, on a Sleipnir, si vous connaissez Sleipnir, qui a 8 jambes pour transporter Odin. On a Albourak, qui a transporté Mahomet à la Mecque. D'ailleurs, Albourak, c'est un étalon, mais il a une tête de femme. C'est dans la culture musulmane, c'est intéressant d'imaginer que c'est un cheval à tête de femme qui a amené Mahomet. Enfin bref, je digresse. C'est-à-dire que quand on n'est pas sur le cheval ou avec le cheval, on a quand même en nous cette symbolique qui travaille. Elle signifie quelque chose. À partir de là, et ça c'est un peu les hypothèses que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est que cette histoire de congruence est un des premiers éléments importants.
L'enfant, on l'a vu, quand il vient au monde, il est congruent aussi. Il fait ce qu'il sent. Et puis petit à petit, il est éduqué. Et il reçoit en retour des réponses d'adultes qui ne sont pas toujours congruentes. On va dire au petit enfant qui pleure que « mais non, tu t'es pas fait mal, c'est pas grave ». Ok? Première incongruence. Premier petit décalage dans l'esprit de l'enfant qui se dit « ce que je sens, ça doit être faux alors, mais j'ai mal ». Et ce petit décalage, il a l'air de rien, mais à force de se répéter, pour des âmes sensibles, ça devient très compliqué. Et il y a une vraie souffrance. Donc, incongruence. Mais obligé par la société, il faut bien apprendre, il faut bien être éduqué, il faut entrer dans une société avec des codes, une politesse, etc. Mais le petit enfant, il se trouve infirmé dans ce qu'il sent. Or, ce que je sens, c'est toujours juste. Je ne peux pas sentir faux. Ce que je sens, c'est juste. Donc si quelqu'un en face me dit « mais non, tu sens pas ça, c'est faux », à force, ça peut porter à souffrance. Ça se confirme chez l'enfant plus grand et exponentiellement chez l'adulte. Donc ça, c'est compliqué. Ça fait que quand un enfant entre en contact avec, par exemple, un cheval, qui est en totale congruence à chaque instant, il y a une espèce d'apaisement. Ça n'a pas besoin de passer par la tête. Il y a quelque chose qui se trouve confirmé. Et on n'a pas besoin de dire quoi. Surtout pas. Surtout pas que ça passe dans la tête. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est un des éléments de l'hypothèse. Il y a d'autres éléments aussi. Je fais un peu vite parce qu'on me presse. Le cheval, il présente des qualités qu'on peut appeler maternelles. Il est doux, il est chaud, on peut le caresser, mais ce n'est pas une maman. Il ne vous prend pas dans ses bras, il ne vous soigne pas. Mais pour l'enfant, il peut retrouver au contact du cheval quelque chose de l'ordre des qualités maternelles. Il va retrouver aussi au contact du cheval quelque chose de l'ordre des qualités paternelles, qui sont plutôt celles d'être fort, puissant, d'être celui qui nous met en lien avec l'extérieur. La maman, elle nous met en lien avec le dedans, la maison, la sécurité, et le papa, traditionnellement, il nous met en contact avec l'extérieur. Il est fort, il est puissant. Et le cheval, il fait exactement ça. Quand il nous porte, comme nous porterait une maman, il ne nous tient pas. C'est extraordinaire. Quand il nous porte, on peut être porté que si on est dans notre propre équilibre. Et cet équilibre, il est tout le temps réajusté à l'intérieur de nous par le feedback du cheval. Le cheval fait un mouvement, moi ou l'enfant, on glisse un peu, on se rétablit un peu, le cheval vient un petit peu nous rattraper. Il y a un échange corporel, qu'on appelle le biofeedback, qui fait qu'on est tout le temps en train de se rééquilibrer. Ça, c'est une des choses qui sont actives. Le cheval, en quelque sorte, il nous lâche dans notre équilibre. Ça, c'est quand même juste extraordinaire, je trouve. Et puis, pour les gens qui ne montent pas sur le cheval, parce qu'on peut bien sûr vivre beaucoup de choses sans monter sur son dos, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette symbolique qui est en acte, en action. Voilà, tout ça, ça se passe à chaque fois qu'on a le cheval, ici, maintenant. Et ça, c'est une des choses dont on sait maintenant à quel point c'est précieux, c'est la présence au moment présent, que le mental ne nous permet pas. Le mental, il est fabriqué pour se rappeler du passé, pour prévoir le futur, pour tricoter des liens entre les deux. Mais le mental, si vous lui dites « mais il faut être au présent », il est très très embêté. Il ne sait pas quoi en faire du présent. Par contre, nous, notre corps, nos sensations, c'est toujours au présent. Donc, grâce au cheval aussi, il y a bien sûr plein d'autres choses que vous découvrez aussi dans le salon aujourd'hui, mais grâce au cheval aussi, on est amené à être présent ici, maintenant, dans un corps. Mais voilà, quelques éléments de ce qui fait que la fameuse relation avec le cheval est tellement thérapeutique. Alors, je vous ai présenté plein de choses qui satisfont plus ou moins le mental, mais j'aimerais pas omettre le côté magique. Mais là, on va pas en parler là, parce que... Mais il y a un côté magique qu'on a tous, qu'on vit tous à répétition, vraisemblablement qu'il est lié à tout ça. Néanmoins, il y a quelque chose de magique dans une rencontre entre un cheval et une personne, entre un enfant qui est sur le dos nu du cheval. Moi, je travaille préférentiellement avec des chevaux qui n'ont pas de selle, justement pour cette question de contact et d'équilibrage. Et une étincelle, un sourire qui passe. Voilà, je voulais juste le poser là comme ça vous apporte rien de plus parce que vous le savez aussi. Mais je ne peux pas parler de tout ça sans parler de ça non plus.
Avec plaisir.